C'est la désignation des pays hôtes pour les prochaines Coupes du Monde après celle de 2026. Et c'est officiel, Julien. Oui, c'est officiel. On connaît donc les 2 prochaines attributions, 2030-2034. Gianni Infantino, le président de la FIFA, vous allez le voir sur les images, est au pupitre, gentiment mais sûrement, avec les 211 membres de la 211 membres, voilà, qui étaient présents aussi en visioconférence. Il y a eu un premier vote par acclamation, un deuxième que vous avez vu où ils ont tous levé les pouces. Donc la Coupe du Monde 2030 va se jouer où? Eh bien en Amérique du Sud, en Uruguay, Argentine, Paraguay, et également en Afrique, au Maroc, et en Europe, en Espagne et au Portugal. Donc ça, c'est la Coupe du Monde 2030. Et vous dire que celle de 2034 se jouera en Arabie Saoudite. L'absence de concurrence, après une série de renoncements pour 2030 et une procédure express pour 2034, voilà, a balayé tout suspense. Parlons déjà de 2030. Ça fait quand même 6 pays différents. Est-ce que ça vous embête, ça vous est égal Moi, le fait qu'il y ait 6 pays différents, ça ne m'embête pas. Le problème, c'est qu'il y a à peu près 12 heures de décalage entre les deux. Donc, ça me pose un peu problème. Parce que je me demande comment est-ce qu'ils vont réussir à faire rentrer tout ça dans la boîte. Honnêtement, ça me paraît un peu lunaire. Encore une fois, c'est pas le fait que ce soit en Amérique du Sud que ça se passe, mais il démarre en Amérique du Sud. On est sur deux parties du globe complètement différentes, quoi. Donc, je comprends pas le sens. Après, c'est la Coupe du Monde du centenaire. En 1930, ça s'est passé en Uruguay. Pourquoi tu vas pas en Chine aussi? Oui, mais ça s'est pas passé en Chine. Mais ça s'est pas passé en Chine il y a 100 ans. Il explique. Donc, oui, la Coupe du Monde du centenaire, c'était donc en 1930 en Uruguay. Donc le petit clin d'œil, c'est de faire le match, au moins quelques matchs d'ouverture en Amérique du Sud, notamment en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. Il fallait faire en Amérique du Sud. Il y a 3 matchs. Ouais, 3. Ça va. 3. Ça perturbe pas autant que ça. T'as que 3 matchs. J'imagine qu'ils vont mettre une équipe au moins sud-américaine. Parce que là, au final, le seul reproche qu'on peut faire, c'est au niveau de l'écologie. C'est un sacré reproche. Oui. Non, mais je suis d'accord, mais c'est pour ça que je préfère le citer dès le départ. Mais après, dès que tu bascules sur l'Europe, que ce soit Espagne, Portugal ou Maroc, franchement, ok, je veux bien qu'on dise 2 continents. Mais au final, c'est des pays qui sont assez frontaliers. Il n'y a pas des distances folles. Demain, tu fais la Coupe du Monde aux États-Unis. Tu peux passer d'un État à un autre, tu vas mettre 10 heures de vol aussi. Donc là, si on relativise un peu les choses, ça va. Et c'est bien que le Maroc puisse organiser, qu'on implique le Maroc, en tout cas l'Afrique, de cette manière. Et peut-être que demain, le Maroc sera capable d'elle-même d'organiser toute cette Coupe du Monde. Mais ce qui est inutile, c'est de faire les 3 premiers matchs en Argentine. C'est quoi? Le prétexte, c'est laissant. Franchement, ça serait con de passer à côté aussi. Pourquoi tu les fais pas là-bas? On fait là directement là-bas, alors, l'Afrique du Sud. Peut-être aussi. Mais bon, c'est pas eux qui l'ont gagné. T'as la préparation, t'as les équipes qui vont jouer là-bas, qui vont prendre l'avion, qui vont aller en Europe, puis après qui vont de nouveau bouger. Moi, je trouve ça un peu lunaire, en fait. En fait, pour moi, j'ai l'impression qu'on se complique la tâche. Pour pas grand-chose. On aurait dû faire un match, un pays. Voilà, exactement. Comme ça, toute la Coupe du Monde. Au secours. Attends, il y en aura 48. Ça part en vrai. D'ailleurs, on parle de 3 continents. Tu crois que ça lui fait peur à Gianni? Non, ça lui fait peur. On parle de 3 continents, Pierre. Mais nous, on va parler un petit peu d'empreinte carbone. Voilà. On a lu une déclaration d'Antoine Mich, fondateur et directeur général de Football Écologie France. Lui, sur cette Coupe du Monde 2030, il a un avis assez pertinent que j'aimerais vous partager. On sait que l'empreinte carbone d'un tel événement est due à 80% au transport, notamment à l'avion. Forcément, sur 3 continents, cela va les multiplier d'autant plus avec forcément une explosion des émissions à gaz à effet de serre. Préserver la planète, Séverine, c'est clairement pas le projet. Ah non, là, on n'y est pas du tout, parce que si tu fais ça, c'est que je vais être un peu vulgaire, c'est que tu craches un petit peu sur la cause écologique. Comme tu y vas? Non, mais... Ah ouais, là, waouh! Elle a envoyé. En vrai, je voulais dire autre chose, mais je me suis dit non, ne le sors pas. Donc tu craches complètement sur la cause climatique et écologique. Je voulais dire... C'est vrai, vas-y, t'allais dire quoi? Vulgaire. Ça perd l'hypopète. Mince alors, bougre. Mais non, ce que je veux dire, c'est que là, t'en as rien à battre. T'en as strictement rien à battre et tu craches complètement sur cette cause qui est hyper importante et tu n'es pas du tout un exemple, en fait. Et donc, tu ne peux pas demander après aux gens de faire un minimum d'efforts si la plus grosse compétition du sport le plus populaire du monde fait ça. Tu ne peux pas commencer à demander aux gens, oh, s'il vous plaît, buvez dans une gourde. Et mettez votre chauffage à 19, voilà, c'est important. Tu ne peux pas demander ça si après, le sport le plus populaire du monde ne montre même pas l'exemple et fait un événement pareil. Ça, c'était le point écologie. Maintenant, combien de participants? Et on a balayé ça d'un revers de main normal. Non, pas du tout. Mais on a un show à plein de choses. Brahim. Ah, excellent. Donc, combien de participants? Énormément, peut-être. Alors, on a fait une petite frise, vous allez voir, chronologique. En 1930, il y avait combien de pays qui participaient à la Coupe du Monde? 1930, donc c'était en Uruguay, il y avait 13 pays. En 54, Coupe du Monde en Suisse,
il y en avait 16, ok. 82, c'est en Espagne, il y en avait 24. En France, 98, 32. Et à partir de 2026, nous aurons donc 48 pays. Ça fait beaucoup, là, non? Brahim, bientôt, les îles Féroé vont pouvoir participer à la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il y a des équipes En improbables. fait, cette carte, elle démontre deux choses. Elle démontre que le football grandit. Et ça, tu ne peux pas lui interdire. Tu ne peux pas interdire d'autres nations qui se sont prêtées au jeu, qui se sont entraînées, qui ont investi dans le football, de vouloir participer. Je comprends que 48 équipes, c'est énorme, mais en même temps, le monde, il y a plus de 200 pays. 48, c'est pas beaucoup sur 200 pays. Hein. Mais Donc, l'attractivité, voilà. Ouais, mais ok, mais les moi, premiers tours, si on parle de sport, compliqué, sport, je préfère intéresser le plus grand nombre. C'est ça le but du sport, c'est là où on fédère. C'est d'intéresser un maximum de pays. Alors, il y a plein de pays où on dit oui, mais il n'y a pas de culture football. Mais il faut bien qu'à un moment donné, qu'ils commencent. Mais la Coupe du Monde, c'est l'élite. Là, mine de rien, dans les 48, il va y avoir une élite. Si tu ne les fais pas, ok, mais si tu ne les fais pas progresser. Non, sincèrement, je veux bien, non, j'entends ce que tu dis. Mais à un moment donné, il faut bien qu'ils jouent. Pour progresser, il faut des matchs, il faut que tu les perds. Et c'est comme ça que tu arrives à construire Regardons un petit peu la liste des... On va dire les équipes un petit peu improbables qui vont jouer si elles s'affichent. Hein, voilà. Donc l'Irak, Ouzbékistan, le Panama, la Nouvelle-Zélande, Pays de Galles. Toi, ça t'ambiance. Moi, quand je vois Pays de Galles au rugby ou au football, ils sont performants. Donc pourquoi ils ne le seront pas encore aujourd'hui là et on parle de qui? On parle de l'Ouzbékistan. Bon, tout doucement, ils sont en train de démontrer qu'ils avancent. Alors, ils ne gagnent pas tous les matchs, mais ils commencent à poser problème. C'est un peu, si je reviens au rugby à 6, le rugby Attends, tu peux me dire, c'est quoi la dernière fois que tu as vu un match de l'Ouzbékistan? Parce que j'ai dit l'attractivité. C'est pour un ami. Bah oui. Non, j'en ai pas vu. Mais donc voilà. Je crois qu'il y a eu... Non, mais ce que je veux te dire, c'est que... Voilà, mais attends, ils n'arrivent pas à tomber du ciel. Hein. Ce que je veux dire, les Italiens au rugby, par exemple, au départ, franchement, au tournoi destination, ils n'existaient même pas. Japon, aujourd'hui, ils tiennent hein. les plus grandes nations. Donc, il faut bien à un moment donné leur donner la possibilité aussi de progresser. Il faut arrêter de faire les hypocrites en disant non, quand vous serez prêts, vous rentrerez dans le wagon. vous avez non, tout regardé, vous les premiers tours, vous avez tout regardé. Bien sûr. Ben oui, sans doute. Tu vas dépendre de l'emploi du temps. Nous, c'est notre travail, donc c'est plus facile. Moi aussi, arrête, moi aussi, je vais regarder le match. Mais ce que je veux dire, c'est que l'attractivité, je suis désolée, ne sera pas là. Moi, je suis très content que plus il y a d'équipes, plus je suis content. Est-ce que tu es excité comme une puce? Mais ouais. Non, mais en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que tu viens de le dire. Pourquoi il n'y a que l'élite? S'ils arrivent là, c'est qu'ils ont. Mais c'est les meilleurs. Ils font partie. Là, c'est les 48. Ils font partie des 48 meilleures nations. Ça reste les 48 meilleures nations. Attention, ne parlez pas tous en même temps. Tu vas en prendre 60, ça va être la même chose, ça va être les 60 meilleures nations. Et ben alors. Et 80 aussi, donc c'est quoi la limite? C'est quoi la limite? Mais je sais pas. Peut-être que là, après, ça fera trop. Peut-être que tu feras une Coupe du Monde sur 3 ou 4 semaines. Demande aux joueurs ce qu'ils en pensent. Va demander aux joueurs de l'Ouzbékistan ce qu'ils en pensent aussi. Mais non, mais attends, tu peux pas faire ça. Ça reste des qui jouent joueurs le de foot. plus de matchs à nouveau de tous ces gens-là. En fait, donc ceux-là, t'imagines l'Ouzbékistan, on parle de l'Ouzbékistan. Mais je suis très contente pour Ils ont de la chance d'avoir maintenant des matchs en plus. Les autres se plaignent qu'ils ont des matchs en trop, mais tant mieux pour ces nations qui vont pouvoir au moins s'exprimer et jouer, représenter leur pays. Sincèrement, on ne peut pas balayer ça du revers de la main. Mais non, mais c'est le but. Vas-y, refais le geste. Non, mais c'est le but, l'essence même du football, c'est justement que ce soit un foot interplanétaire. Fédéré. Il faut en fait. C'était déjà le cas avec toi. Oui, mais alors pourquoi en fait c'est comme il y a plein de choses, ça rassemble les gens. Tu rencontres des nouvelles cultures. L'Ouzbékistan, moi je connais pas spécialement. Et ben peut-être qu'il y a des supporters qui vont arriver, qui vont nous montrer autre chose. On n'y va pas que pour la perf. Exactement. La Coupe du Monde, c'est un partage. Voilà, c'est quelque chose qui moi je me rappelle de la Coupe du Monde aux États-Unis où il y avait l'Arabie Saoudite, je connaissais pas. Il y a plein de choses. Après, ça peut ne pas m'exciter, je peux ne pas mais bien être sûr, il n'y a pas de problème. Et emballé à l'idée de voir. Et moi, je suis plus emballé de rencontrer les cultures. J'ai pas dit ça. À quel moment j'ai dit ça? Non, j'ai pas dit. Moi, personne n'a dit ici en plus. Pour une Coupe du Monde, je suis plus emballé de rencontrer différentes cultures plutôt que de regarder les systèmes de jeu, les trucs. Moi, je veux voir les supporters japonais. C'est le folklore qui t'intéresse. Bah oui. C'est ça la Coupe du foot, c'est du sport. Mais le jeu, on en parlera quand on en parlera. Mais quand je vais regarder Ouzbékistan-Panama, moi, je vais être super content de voir les Panaméens et les Ouzbeks en train de manger. Le Coupe du Monde avec les 200. Mais tu vois, excuse-moi, toi, t'es Pep Guardiola avec un tableau chez toi. Moi, je suis Julien Alliane. Moi, Julien, je suis persuadé qu'on va détecter des joueurs qu'on ne connaissait pas, qui vont s'illustrer, que les équipes européennes vont venir les sélectionner. Et c'est comme ça qu'on va faire rêver toute une génération de l'Ouzbékistan, parce qu'on va rester sur l'Ouzbékistan, où ça va aider tous les jeunes à se dire notre champion, il s'est illustré, moi aussi je peux faire pareil. Et c'est là où tu lances une dynamique dans un pays. Franchement, on ne peut pas le négliger. En fait, si tu penses au développement d'un sport dans un pays, bien évidemment, de faire partie dans les plus grosses compétitions mondiales, t'existes. Et tant mieux. Et ça va aider sans doute plein de pays
qui ne sont pas dans les normes, mais je pense que tout à l'heure, on va arriver à en parler sur l'Arabie Saoudite, des droits de l'homme et ainsi de suite, là, ça pousse à tout ça. Justement, parlons-en de l'Arabie Saoudite qui organisera la Coupe du Monde 2034. Une stratégie plutôt rodée depuis plusieurs années, le fait d'attirer les joueurs stars dans le championnat saoudien, par exemple, d'attirer des diffuseurs comme Canal+. Et pas que, Virginie, c'est vrai que... C'était la fin de ta phrase, là, apparemment. Non, j'avais posé une question, mais j'ai senti que Julien devait intervenir. Je ne savais pas que tu avais posé une question. DAZN, d'ailleurs. Depuis quelques années, disons que l'Arabie Saoudite a amorcé un projet, le projet Vision 2030, pour sortir un petit peu le pays de sa dépendance pétrolière. Donc, ils organisent énormément d'événements, que ce soit culturels ou même sportifs. Les finales des Supercoupes d'Italie et d'Espagne, ça se passe en Arabie Saoudite. Il y a un Grand Prix de F1 depuis 2021, le Dakar depuis 2020. La boxe. De la boxe, Brahim, bien évidemment. Des très, très grands combats de boxe qui sont organisés là-bas. Je pense à Fury Ngannou, je pense à Fury Usyk ou Joshua encore Ngannou. Il y a le Six Kings Slam, le fameux tournoi de tennis très lucratif qui est organisé là-bas, ou encore les Jeux asiatiques d'hiver. C'est vrai, Brahim, que l'Arabie Saoudite, en termes d'organisation d'événements sportifs, on est sur du très, très haut de gamme. Je pense notamment à ce qu'ils font avec la boxe. Oui, complètement. Ils investissent énormément. Ils veulent aussi s'illustrer. Ils veulent participer aussi au sport mondial. Et bien évidemment, en ce moment, ils font l'acquisition pratiquement des championnats majeurs. De les voir aujourd'hui acquérir la Coupe du Monde, c'est un pays, sincèrement, qui est fan de football, sans doute beaucoup plus que nos 48 nations ou les 32 qui sont actées. Il y a une vraie culture foot. Après, c'est des cultures un peu différentes de la nôtre. Donc voilà, avec des lois qui sont pas en adéquation avec nous occidentaux. Justement, mais c'est grâce à ça qu'on va les aider à pouvoir changer. Il y a quelques années de ça, les femmes n'avaient pas le droit de conduire. Oui. Ça évolue, aujourd'hui, là, on ne parle pas du Qatar, je parle de l'Arabie Saoudite. Il y a une évolution. Non, mais bien évidemment qu'il y a eu une évolution. Pas comme on la souhaite. Mais la démocratie, elle est pas identique dans tous les pays du monde. Je veux bien qu'on les critique, mais à un moment donné, moi je suis pas qatari. Peut-être qu'eux se contentent de ça et que ça leur plaît très bien. C'est des choses aussi où on peut pas. Nous, on a un son de cloche. Non, les droits de l'homme, c'est quand même. Non, mais ok, mais là on parle pas du Qatar sur les droits de l'homme. Entre autres, le Qatar. Là, on les a beaucoup accusés d'avoir exploité des gens pour pouvoir construire. Mais c'est ça, le droit de l'homme. D'accord. Ouais, mais bon, on est beaucoup donneurs de leçons dans les chantiers en France ou en Europe, ça arrive aussi. Je dis pas que c'est bien. Non, pour recentrer un petit peu recentrons. sur l'Arabie Saoudite, vous dire que c'est le seul pays aujourd'hui à ne pas avoir signé la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et peut-être que grâce à ça... Il n'y a pas de liberté de la presse en Arabie Saoudite. C'est classé 170e sur 180 dans le classement mondial de Reporters sans frontières. Je sais. Nous, on va quand même écouter un professeur en géopolitique, Patrick Girard, qui a été contacté par notre journaliste Grégoire Noailly. Pour Patrick Girard, donc, il faut penser à l'après-pétrole. Et l'Arabie Saoudite utilise aussi le sport pour redorer justement son image. Voilà. En géopolitique, on appelle le soft power. Et l'Arabie Saoudite, par rapport à d'autres pays qui sont semblables en termes de caractéristiques, était très en retard, et notamment par rapport à son rival numéro 1 sur ce terrain-là, qui est le Qatar. Et donc, si l'Arabie Saoudite voulait redorer son image et reprendre les avant-postes en termes de soft power, c'est-à-dire véritablement d'influence via le sport ou le prestige, il était nécessaire qu'elle aille chercher soit des Jeux Olympiques, soit la Coupe du Monde de football. Dans quelques années, dizaines d'années, les hydrocarbures n'étant plus là, il va falloir recharger des éléments de puissance avec d'autres caractéristiques. L'immatériel, donc le sport, peut être un très bon vecteur, y compris économique. Ça fait venir des touristes, ça fait venir évidemment tous les acteurs de ce sport, et on le voit bien en Formule 1, l'énorme succès depuis quelque temps que la Formule 1 a, et il n'est pas non plus un hasard que ce sont aussi des Saoudiens qui sont maintenant pleinement engagés dans la Formule 1. Au-delà de la retransmission à la télévision, c'est aussi de faire venir des personnes sur le sol et d'amener de la consommation, de la production et de l'investissement, puisqu'il faut faire des stades, il faut faire des infrastructures. Ça veut dire que c'est un véritable moteur économique. Merci beaucoup à Patrick Girard de nous avoir accordé quelques instants pour développer ce sujet. C'est vrai que Pierre, finalement, la stratégie de l'Arabie Saoudite, par le sport pour redorer son image, il n'y a pas plus efficace. C'est de la logique et du bon sens. Moi, à écouter les gens, en fait, dans les deux cas, ils sont perdants. C'est-à-dire que s'ils prennent des initiatives pour essayer de s'ouvrir un petit peu au monde et enchaîner sur quelque chose, ça va pas. Et si on n'y va pas,
Et s'ils font rien, ça va pas non plus. Donc moi, je fais partie de ceux, en tout cas, qui pensent que tu peux changer les choses aussi en accueillant un public extérieur, en essayant on est tous d'accord. et en essayant de progresser aussi dans la liberté, dans plein de choses. Je suis d'accord, mais moi, je ça suis doit très... suivre après. Non, mais en fait, c'est vrai, t'es beaucoup trop exigeante. T'es beaucoup trop exigeante. Oui, mais vous êtes beaucoup trop exigeant sur la durabilité et l'enchaînement derrière. Pas parce que tu fais une Coupe du Monde qu'en fait, tout de suite, tu deviens un pays comme la France. C'est pas possible. En fait, ils ont une culture, il faut essayer de la garder, de la comprendre, il faut essayer de prendre en considération que, eh ben, il y a des gens, ils vivent pas comme nous. Et puis c'est pas grave, on va dans d'autres pays pour essayer de trouver des différences aussi. Moi, on est étranger quand on va là-bas aussi, donc on a besoin d'apprendre d'autres choses et de s'inspirer de choses différentes. Moi, je suis content que ça ait lieu en Arabie Saoudite, justement pour ces raisons-là, pour les aider à comprendre un petit peu mieux le monde extérieur et s'ouvrir un petit peu à différentes choses. Je rappelle quand même si que on le n'y va Royaume pas, reste dans le mais si on n'y viseur va pas, de beaucoup d'ONG, notamment Amnesty International. Évidemment, mais il y a encore un travail de fond à ça faire. va les obliger aussi à améliorer ce processus. C'est le but. Tu peux pas dire que tu peux pas accueillir la Coupe du Monde et de rester comme ça. Ils savent très bien qu'ils vont se faire défoncer. Donc bien évidemment qu'ils vont faire en sorte d'améliorer tous ces points négatifs pour pouvoir avoir. Il y a eu une évolution déjà. Mais bien sûr, on est trop les femmes peuvent aussi, conduire déjà. Les femmes peuvent chercher un travail. Oui. Va leur demander là-bas. Oui, mais c'est des cultures totalement différentes. Tu es obligé aussi de te mettre. Tu peux pas juger les gens et un pays parce qu'il est à l'opposé de. C'est vrai, laissons Séverine s'exprimer. On reste juste sur des faits. Là, Julien, ce que tu as dit par rapport aux signatures, etc., moi je trouve ça hyper grave. C'est à l'heure actuelle. Hein. Bah oui, mais donc à l'heure actuelle. On en parlera dans 20 ans. Ça fait combien? Ok, il faut attendre aussi longtemps. Évidemment, ça fait des années qu'ils sont hyper impliqués dans le sport. D'ailleurs, là où c'est un truc d'image totale, c'est qu'ils ont des énormes ambassadeurs, comme il y a Karim Benzema d'ailleurs qui vient de faire une vidéo aller en Arabie Saoudite. Rafael Nadal est ambassadeur d'Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo, ils sont très même Messi aussi, il a fait des campagnes pour l'Arabie Saoudite aussi dans le passé. C'est clairement une question d'image. Moi, là où je suis exigeante, oui, c'est parce que je veux qu'il y ait vraiment des changements. Et bien sûr, on est d'accord. Donc c'est pas juste faire des événements, parce que je sais très bien qu'ils savent faire des événements. On le voit en F1, c'est incroyable, la boxe, c'est incroyable, le tennis, c'est incroyable. Ils savent très bien travailler. Ils savent très bien travailler, ils savent faire des événements sportifs. Et ils ont compris le côté divertissement, ce que d'autres pays n'ont pas totalement compris. Là, ils l'ont complètement compris, exactement. Mais par contre, je veux qu'à côté ça suive. Je veux pas juste qu'ils se disent tiens, on crée des événements, on prend les sports qui fonctionnent en Europe avec d'autres cultures, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Oui, toi, ils prennent quand même des sports qui fonctionnent dans d'autres cultures, qui les mettent dans leur pays. Mais je veux qu'à côté de ça suive, qu'il y ait un travail, qu'il y ait une ouverture d'esprit et que voilà. Écoutons Patrick Girard, notre professeur en géopolitique, sur cette question justement, sur les droits de l'homme. Rappelons-nous, il y a encore quelques années, que l'Arabie Saoudite était montrée du doigt, pointée du doigt, dans des exécutions, dans la peine de mort qui est encore en place dans ce pays, dans le droit des femmes aussi, et dans la liberté d'expression. Maintenant, l'Arabie Saoudite, par rapport à l'Occident, est un allié, on en a besoin. On voit bien dans la résolution des conflits au Moyen-Orient actuellement que l'Arabie Saoudite a repris sa place d'influence et qu'effectivement, malheureusement, les droits humains sont mis entre parenthèses, et ce qui fait qu'on se bande les yeux, on ferme les oreilles, même si on aura évidemment des personnes qui vont manifester et qui vont contester, peut-être des pays qui vont boycotter, on verra. Mais je pense que l'Arabie Saoudite va passer largement à travers. Encore une fois, elle a des alliés très forts. L'arrivée de Donald Trump de nouveau à la Maison-Blanche va renouer un partenariat extrêmement fort avec les États-Unis, et ce qui fait que je n'ai pas l'impression que ça les ait fait beaucoup hésiter. Et ensuite, on peut peut-être être aussi optimiste. Certains nous diront que l'intégration de ces pays dits non démocratiques dans le concert des nations d'un point de vue du sport peut-être aussi les amener à évoluer, à faire des efforts, à se conformer à une certaine démocratie en tout cas. C'est peut-être le pari vertueux qu'on aura. En tout cas, je pense que c'est le discours qu'ils auront. Et on n'oublie pas non plus que le prince héritier a déjà fait pas mal de réformes, qu'on peut aussi taxer d'opportunistes par rapport à la liberté, mais il y a quand même eu des évolutions qui font que ce pays est en train de se normaliser un petit peu plus. Donc voilà pour l'état des lieux, qui n'est pas forcément 100% négatif. Pierre, une réaction, tu as l'air dubitatif en fait. Non, mais si on s'attend à ce qu'après une Coupe du Monde, on va en Arabie Saoudite comme on ira en Espagne, on se trompe. Non, Je pense que... Il y a des contextes géopolitiques, il y a plein de choses qui font qu'en fait un pays est en mouvement. Dans certains pays de l'Est, à une certaine époque, les femmes étaient en jupe et tout allait bien dans les années 70. Maintenant, elles ont le voile. Les sociétés bougent. Donc en fait,
Moi, je me dis qu'il faut prendre son temps. C'est compliqué. Il y a les élections aussi avec Donald Trump qui ont eu lieu. Ça va ouvrir plein de trucs et ça va en fermer plein d'autres. Ouais, c'est ce qu'il Donc, c'est ultra compliqué d'exiger des choses en tant que nous, Français, ici, ou Européens, de se dire... quoi. Ouais, mais on espère. Après, est-ce que nous, en Europe, est-ce qu'on est exemplaire sur les droits humains? Vraiment? Est-ce qu'on peut vraiment tous se regarder dans la glace en France en disant... Enfin, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Hein. On regarde les infos, on regarde plein de trucs. Il y a des scandales quasiment tout le temps. Donc, moi, je veux bien prêcher la bonne parole et dire qu'on est irréprochable et de taper sur les gens. Mais bon, regardons-nous déjà et essayons de faire en sorte qu'on passe un bon moment et qu'on fasse progresser les gens. C'est tout. C'est une question de culture. Il faut leur ouvrir la porte pour pouvoir travailler intelligemment et avancer dans le bon sens. Il faut être positif. Bah oui. Le sport permet ça. J'espère vraiment que vous avez raison. Oula. Moi, j'aimerais vous parler de la Coupe du Monde en 2034, donc, qui se déroulera en hiver. On l'a vécu au Qatar. Pavé dans la mare. Calendrier. Non, oui, en termes de Ça a été une calendrier. réussite au Qatar. Hein. Ils disent de le faire au mois de janvier, non? C'est pas Ouais, décembre, janvier. Un peu comme la Coupe du Monde au Qatar, Qatar, ouais. qui a été une réussite en termes de jeu, mais après, dans des le blessures. calendrier Après, des c'était saisons, compliqué, hein. des saisons des joueurs, ça a été une petite catastrophe quand même. Mais là, ils ont eu l'expérience d'une première Coupe du Monde. Je pense que la préparation pour tous les clubs sera un peu différente, en sachant que voilà, en plein milieu, c'est vrai que ça a perturbé les organismes, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont blessés par la suite. Donc voilà, de toute façon, il fallait toujours une première. Je pense que la deuxième sera beaucoup mieux gérée pour les athlètes. Mais voilà, c'est quelque chose qui est positif. Je pense que ça ne nous avait plu, hein, l'hiver. Hein. Franchement, même si j'adore l'été, En termes l'esprit de de jeu, Coupe du Monde, franchement, on là, s'est cet régalé. hiver-là, pour le Qatar, j'ai vécu ça. Moi, j'aime bien l'été, moi. Tu vois, Oui, non, mais j'adore l'été, mais moi, ça m'a pas déplu. T'as pas aimé au Qatar? Si. J'ai aimé le Voilà, niveau de c'est jeu ça. surtout. Ouais. Ouais. Moi, je suis complètement sur la ligne de Brahim sur le fait qu'en fait, c'est comme avec la Ligue des Champions, en fait. Il y a un format qui est différent, il faut se préparer différemment, c'est plus les mêmes habitudes. La Coupe du Monde, quand il y a la CAN, ça pose des problèmes aussi, mais en fait, vu que c'est que les Africains, ça pose pas de problème parce qu'on se débrouille, même si ça en pose quand même un peu. Là, ça met tout le monde sur le même sujet d'égalité. Si jamais, les avantages, c'est que si tu mets les Coupes du Monde uniquement en hiver, eh ben, les CAN, ça va être le même problème, ça va être le même principe, il va y avoir plein de choses qui sont différentes. Donc, tu es obligé d'essayer de t'adapter, peut-être faire une coupure d'un mois et demi, 2 mois pour avoir des vacances aussi derrière, refaire une prépa. C'est un autre modèle. Mais il faut arrêter d'être sectionné dans son truc tout le temps et pas bouger, là. Eh ben On merci les progresse. copains, c'était passionnant.